continue notre tour des intervenants avec Denis Tailledec. Alors, vous n'êtes pas... vous-même, vous êtes directeur de la Fédération nationale des cafés culture. Alors, on connaît parfois mieux le collectif Culture Barbare. Vous allez un peu nous dire comment ça marche. Mais vous n'êtes pas dans votre univers du quotidien trop aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est assez nouveau. Vous ne travaillez pas beaucoup avec les bistrots de pays. Vous vous occupez beaucoup de culture dans les bars. C'est pour ça que vous êtes là. Mais finalement, pour l'instant, il y avait peu de passerelles. Vous êtes content d'être là aujourd'hui ? C'est un grand plaisir. Merci de m'accueillir. Merci de m'avoir invité. Merci à Bistrot de Pays. Parce que c'est vrai, hein, il pourrait y avoir plus de pots. Vous êtes un réseau qui compte 400 adhérents en France. Hein. Vous avez beaucoup travaillé sur des filières culture locale, concerts. Vous allez nous raconter justement comment vous procédez, à quoi vous avez répondu, pourquoi vous êtes né, pourquoi vous êtes là. Il pourrait après justement y avoir des passerelles. On l'a vu dans la diversification avec Théâtre au Bistrot. Mais finalement, il y a pour l'instant peu de liens. C'est aussi la raison de votre venue ici. Alors, racontez-nous quand même en quelques mots déjà qui vous êtes, ce que vous faites et quelle mission vous remplissez. Puis après, comment vous voyez la place de cette culture dans le milieu rural à travers la présence justement des bistrots comme lieu culturel municipal. J'espère que je ne provoque pas le maire qui est assis à mes côtés, mais finalement, ça pourrait presque remplacer une petite salle polyvalente, entre guillemets, hein, une petite salle qui serait vide. Donc déjà, présentez-nous un peu ce que vous faites, qui vous êtes. Parce que vous avez deux grosses activités, hein, une partie sur la partie festival, et puis une partie plus sur le réseau des adhérents. Alors pour être assez rapide, mais au demeurant, tout ce qui a été dit va rejoindre ce qu'on peut constater sur le pendant culturel de ces lieux. Je ne suis pas non plus complètement perdu, puisque Culture Barbare, là, donc la Fédération nationale des cafés culture, c'est 400 adhérents en France et 400 bistrots, pour faire simple. Donc c'est vrai qu'ils sont majoritairement plutôt en milieu urbain qu'en milieu rural, on va dire aux alentours de 60 à 70% en milieu urbain et le reste en milieu rural. Culture Barbare, à l'origine, c'est tout simplement des patrons de bistrot, de café-concert, ce qu'on appelle café-concert avant, qui sont réunis il y a plus d'une douzaine d'années pour organiser un festival. Et puis, très rapidement, ils se sont tous aperçus qu'ils se heurtaient aux mêmes difficultés du quotidien. Et donc, ils ont interpellé les pouvoirs publics sur ces questions-là. Et on est arrivé, il y a 5 ans, à organiser les premières rencontres nationales des cafés culture en France. Et on a essayé de regarder les mots très concrets auxquels ils pouvaient se heurter. Et c'est là qu'on s'est aperçu de la difficulté de la posture dans laquelle ils se situaient. Ils sont à la rencontre de deux filières, pour faire simple. La filière hôtellerie-restauration et la filière culturelle. Et de ceci, un empilement de réglementation les amenait en fait à soit stopper et arrêter l'offre de concerts dans leur lieu, et je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Et puis, sur le deuxième aspect, il y en avait qui se disaient, bon, bah, pour vivre heureux, vivons cachés, continuons à organiser du concert, mais en étant complètement borderline, donc à côté de la règle, à la marge, et puis on verra bien ce qui va nous arriver autour de ceci. Et chemin faisant, on a donc, lors de ces rencontres, réuni l'ensemble des deux filières. D'un côté, ministère de la Culture, de l'autre côté, ministère de l'Intérieur, mais aussi le ministère du Travail, et puis les partenaires sociaux, syndicats d'hôtellerie-restauration, syndicats de salariés, donc d'artistes, mais aussi les collectivités, et puis le collectif Culture Barbare, des sociologues, et on a essayé de réfléchir à tout ça et voir exactement ce qui touchait ces lieux. De ceci est sortie la plateforme nationale des cafés culture qui aujourd'hui réunit donc l'Association des régions de France, l'Association des maires des grandes villes de France, le ministère de la Culture, le ministère de l'Intérieur, l'UMIH, la CPIH, tous les syndicats de l'hôtellerie-restauration, le SNAM-CGT pour les syndicats d'artistes et le collectif Culture Barbare. Et on s'est aperçu qu'on ne pourrait répondre à la réalité du quotidien de ces lieux sans toucher à différentes politiques publiques. C'est-à-dire que ces lieux, aujourd'hui, qui sont parfois stigmatisés comme débits de boissons, et donc avec toute l'image négative que ça peut amener dans l'opinion publique, et notamment en milieu urbain, où on voit aussi qu'il y a une évolution sociétale de consommation alcool pour les jeunes, et où on a tendance à stigmatiser ces lieux, alors même que ces lieux
eu égard aux différentes études qui a eu lieu, montre qu'on ne consomme pas l'alcool de la même manière dans ces lieux que lorsqu'on est dans l'espace public ou quand on va acheter de l'alcool en grande surface. Tout simplement, vous avez 20 € en poche, comparez ce que vous allez consommer comme alcool dans un bistrot et ce que vous allez consommer comme alcool quand vous allez dans une grande surface. Et il y a des comportements d'autorégulation. Donc il fallait redresser un peu l'image de ces lieux et essayer de les valoriser comme des éléments dynamiques, économiques aussi, touristiques en termes d'image, pour les territoires autour de ceux-ci. Deuxième constat qu'on faisait, c'est, et je ne reprends pas les statistiques qu'il y a eu sur justement la fermeture de ces lieux aujourd'hui qui, si je ne dis pas de bêtises, 3 à 5 doivent fermer tous les jours en France. Et le constat, le pendant qu'on faisait, c'est que de l'autre côté, sur la filière culture, moins 30% de musiciens indemnisés en 3 ans. C'est-à-dire des musiciens qui sortaient du statut de l'intermittence. Qu'est-ce qui se passait sur la filière culture? Je vais faire le pendant avec ce qui a été présenté tout à l'heure. D'un côté, des multinationales qui arrivent sur le territoire européen et sur le territoire national, type Live Nation, donc qui sont des multinationales qui ont des positionnements de reconcentration de filières comme dans l'industrie lourde. Ils rachètent des lieux d'un côté, ils rachètent des catalogues d'artistes de l'autre, et ils font tourner en boucle leurs artistes sur les mêmes lieux. De l'autre côté, la conjoncture économique faisant, reconcentration de fonds publics sur une offre publique, parapublique, sur les différents territoires. Et puis tout ce qu'on appelle le monde du milieu, en fait, c'est-à-dire l'artisanat, les circuits courts de la diffusion de la musique en France, mis en péril et balayés, parce que des normes de plus en plus drastiques s'appliquant, eux n'ayant pas l'économie pour pouvoir y répondre, et parfois dans l'incapacité de pouvoir se mettre aux normes. Parce qu'un certain nombre de ces lieux, notamment qui se situent, mais que ce soit en zone rurale ou en zone urbaine, dans des bâtiments historiques, ne peuvent se mettre aux normes au risque de perdre la destination même du lieu. Très concrètement, quand on fait du concert, si on veut isoler acoustiquement, il faut faire une boîte dans la boîte. Sauf que quand on a un lieu qui fait 50 mètres carrés, une fois qu'on a fait l'isolation de la boîte dans la boîte, il reste 35 mètres carrés, autant vous dire qu'on ne met plus d'artistes. Donc on n'a plus de les artistes, mais on ne met plus les clients. Tout à fait. Donc, et puis, une évolution aussi sociétale, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que, grosso modo, des néo-ruraux, des néo-urbains, des gens en centre-ville qui veulent avoir le calme de la campagne, et puis des gens à la campagne qui ont envie d'avoir tous les services du centre-ville. Et donc on se trouve heurté à ce qu'on va appeler, d'un terme un peu politiquement correct, de bien vivre ensemble, mais ces lieux qui sont au demeurant justement au quotidien dans l'organisation du bien vivre ensemble ont été pris en tenaille autour de ceci. Donc comment on arrivait à redynamiser en gardant, et c'est ce à quoi nous on s'attache, en gardant l'authenticité de ces lieux. Parce que c'est le côté authentique qui était important. Je ne ferai qu'un parallèle, en Angleterre, 80% des pubs où on diffuse de la musique sont détenus par Guinness, Starbucks et consorts derrière. Donc on voit bien que la notion d'indépendance, parce que la question qui se pose derrière, c'est la norme, c'est la mise aux normes de l'ensemble. C'est est-ce qu'on a envie de retrouver les mêmes lieux dans la France qu'en Provence, où on situe? Est-ce qu'on veut garder cette authenticité? Est-ce qu'on veut défendre aussi cette originalité de ces différents lieux qui va permettre d'avoir une offre? Je ferai juste un pas de côté pour imager mes propos. On est très sollicité par des grands événements en France, portés par des municipalités jusqu'à la capitale, où on nous dit globalement, nous, on a besoin de vous lors de leurs grands événements pour organiser le off. Parce que quand on parle de tourisme culturel, et pour ceux qui en ont fait, une fois qu'on a été voir son exposition ou visiter son musée, le soir, autant que faire se peut, on a envie de se retrouver dans un lieu plutôt typique, avec en effet une offre plutôt typique et du territoire, mais si de surcroît on a une offre artistique en plus plutôt typique, eh bien ce n'est qu'une plus-value dans l'identité même du territoire et l'offre artistique.